Bonjour à toutes et tous, bienvenue au webinaire de présentation de la nouvelle version de Consorez. On va animer ce webinaire à 6 voix. On vous propose de suivre le plan suivant, quelques points de méthodologie. On vous présente succinctement la plateforme et on répondra ensuite aux différentes questions. Le webinaire est enregistré, donc si vous ne voulez pas apparaître, merci de couper vos caméras. Il sera disponible en replay à la fin de cette semaine ou au cours de la semaine prochaine. Pour toute question, on vous recommande de privilégier le chat. Il y a un modérateur qui prendra les questions à la fin de la présentation. Elles seront traitées une à une. On va essayer de respecter le timing d'une heure. On pourra déborder légèrement, mais toutes les questions seront traitées dans une FAQ si on n'a pas le temps de les traiter en direct. Pour présenter l'équipe qui anime ce webinaire, nous sommes répartis sur le territoire français sur 4 sites. À Nancy pour le CEPIAS Grand Est, à Bordeaux pour le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine et à Limoges pour l'équipe de biologiste médicale. Et nous sommes associés au Centre régional en antibiothérapie du Grand Est à Strasbourg et PACA à Nice. À présent, quelques points de méthodologie. Quelques rappels méthodologiques sur d'abord la consommation des antibiotiques, des antifongiques, puis les résistances. Sur le plan général, en ce qui concerne les participants, il s'agit toujours des établissements de santé et des EHPAD qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur. Merci de couper vos micros. Pour ce qui concerne les consommations d'antibiotiques et d'antifongiques. Pour le recueil des données 2024, il est possible d'importer les données jusqu'au 20 mai 2025. Comme pour l'ancien Consorez, il est nécessaire d'importer des tableurs Excel. Il n'est plus du tout possible de saisir manuellement des données pour les petits établissements. Une seule exception, c'est la structure de l'établissement où la saisie manuelle est possible, notamment pour les petits établissements. Le rythme d'import, il n'y a pas de changement par rapport à avant. Il peut être trimestriel ou annuel. Attention, il doit être obligatoirement identique pour les consommations et les journées d'hospitalisation. Donc, si on choisit un trimestre pour les consommations, il faut importer les JH au trimestre, ou les deux doivent être importés à l'année. En ce qui concerne les résistances, elles peuvent être importées à un rythme différent des JH, mais bien sûr, le calcul se fera qu'à l'année si les JH ne sont importés qu'à l'année. Vous avez sur la diapositive le lien vers l'URL Consorez qui a déjà été diffusé. Pour les consommations, la nouveauté, c'est qu'à la consommation d'antibiotiques, on ajoute la consommation d'antifongiques, comme cela avait pu être le cas il y a plusieurs années. Ce qui ne change pas, c'est le format d'import qui est basé sur le code UCD et les imports se font toujours par unité fonctionnelle qui seront regroupés ensuite par secteur d'activité clinique. Pour reconnaître les codes UCD, il y a un partenariat avec FAST qui nous permet d'avoir toujours à jour la liste des codes UCD de l'ensemble des spécialités pharmaceutiques. Donc, concernant l'import de résistance, donc, vous avez besoin de quelques petits prérequis avant de commencer votre import. Donc, vous devez connaître votre version du CASFM qui doit être obligatoirement postérieure à 2019. Donc, on accepte ce à partir de 2020. Et donc, la différence, c'est qu'il n'y aura plus la catégorie intermédiaire qui disparaît. Maintenant, les catégories disponibles sont sensibles à posologie standard ou sensibles à forte posologie, ou alors résistants. Ensuite, vous devez vous procurer votre nombre de sets d'hémoculture qui sont à la fois positifs et négatifs sur l'ensemble de l'année. Donc, pour rappel, un set chez les adultes, ça correspond à un flacon anaérobie et un flacon aérobie. Et chez les enfants, ce sera uniquement un flacon pédiatrique. Et enfin, dans votre fichier, il faudra renseigner au moment de l'import si vous avez effectué une recherche de BLSE ou de carbapénémase.
Donc, au niveau des bactéries d'intérêt, donc ce sont toutes les souches qui ont été isolées des prélèvements à visée diagnostique ayant fait l'objet d'un antibiogramme au cours de l'année. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de dédoublonnage. Il sera fait automatiquement puisqu'on a développé un algorithme sur la plateforme Consores. Et donc, au niveau des fichiers acceptés, soit ils sont au format XLS ou XLX, pardon. Et donc, je vais vous détailler un peu plus notre fichier type d'import de résistance, puisqu'il est un peu plus compliqué que les autres. Donc, en premier lieu, vous aurez votre colonne de code UF qui correspond à vos UF que vous aurez importés avec votre fichier structure. Ensuite, vous avez votre numéro de patient et une colonne âge ou date de naissance. Donc, ça, vous choisissez au moment de l'extraction des données, peu importe l'un ou l'autre. Puis, vous devez renseigner la date de prélèvement et le site de prélèvement. Donc, au niveau de la plateforme Consores, maintenant, il y a un thésaurus qui vous demandera de faire des correspondances. Donc, par exemple, toutes les expectorations devront être mises dans la catégorie prélèvement respiratoire non protégé. Et de la même manière, il y a également un thésaurus pour les bactéries. Donc, vous risquez d'avoir des correspondances si vous avez des abréviations dans votre fichier. Par exemple, si vous avez S.aureus, il faudra faire la correspondance avec Staphylococcus aureus. Ensuite, vous devez renseigner ou non au choix si vous avez fait la recherche de BLSE et de carbapénémase. Et vous avez également la possibilité de renseigner le type de carbapénémase. Mais ça, c'est facultatif. Et si vous les renseignez, il y aura également probablement des correspondances qui vous seront demandées. Et de la même façon, vous aurez également des correspondances à faire au niveau des antibiotiques, donc comme par exemple AMX pour amoxicilline. Et donc, à noter que pour les antibiotiques, vous devez faire une seule colonne par antibiotique. Donc, si vous avez une colonne amoxicilline et une colonne amoxicilline CMI, il faudra fusionner vos deux colonnes. La petite subtilité, si il existe une catégorisation clinique, comme par exemple amoxaciclave plus et amoxaciclave cystite, dans ce cas-là, vous avez le droit d'avoir deux colonnes dans votre fichier de résistance. Et donc, les nouveautés, il n'y a plus besoin de renseigner la date d'admission ni les phénotypes céphalosporinase hyperproduite ou déréprimée. Et donc, le type de carbapénémase est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de les renseigner. Concernant le calendrier, comme vous le savez, la plateforme d'import est disponible depuis le 18 mars 2025. Vous pouvez à ce jour, jusqu'au 20 mai 2025, importer vos données 2024. Vous pouvez uniquement importer vos données. L'analyse n'est pas encore disponible. C'est la deuxième partie de notre slide. L'analyse, donc tout ce qui est analyse en ligne, rapport, génération de graphiques, d'histogrammes, sera disponible en septembre 2025. Donc pour l'instant, vous importez vos données, mais vous n'avez pas encore de feedback sur les données importées. À présent, on va passer sur la nouvelle application à proprement parler. Comment s'inscrire? Donc, vous inscrivez directement en ligne sur le site pour les personnes qui ne seraient pas encore inscrites. C'est www.consores.fr. Vous avez un bouton s'inscrire. Vous vous inscrivez directement sur le site. Vous n'avez pas besoin de passer par le CEPIAS ou le CRATB pour créer un compte. Vous êtes autonome sur la création de votre compte. On a essayé de mettre en place un processus d'inscription simplifié. Petit aparté, les identifiants de connexion à l'ancienne version pour les personnes qui auraient un compte sur l'ancienne version de Consores sont différents. On n'a pas gardé l'historique des identifiants de connexion. Là, vous devez vraiment vous créer un nouveau compte sur cette nouvelle plateforme, même si vous participiez déjà à la surveillance les années précédentes. Pour un même établissement, plusieurs professionnels peuvent avoir un accès. Ça, c'est même plusieurs professionnels qui exercent le même métier. Vous pouvez avoir plusieurs pharmaciens pour un même établissement, plusieurs professionnels de formation diverses, un pharmacien, un hygiéniste, un infectiologue.
Ça, il n'y a pas de limite sur le nombre de comptes par établissement. Par contre, quand vous inscrivez, vous choisissez votre statut. La première personne qui s'inscrit pour un établissement est automatiquement désignée comme référent de l'établissement. Donc, en tant que référent, vous avez accès à toute l'application, vous avez tous les droits. Vous pouvez importer les données, vous pourrez les analyser dès septembre 2025 et vous acceptez ou non les inscriptions de vos futurs collègues. C'est un statut qui, parfois, vous ne souhaitez pas ce statut, mais si vous êtes la première personne à vous inscrire, vous êtes automatiquement référent de l'établissement. Dès la seconde personne inscrite, c'est un statut qui peut se modifier. Vous pouvez, entre guillemets, l'échanger avec la seconde personne si vous souhaitez. Deux autres profils existent, contributeurs. Donc, même profil que le référent, il peut importer les données, mais pas toutes, on le verra juste après, et il peut analyser les données. Et observateur, vous avez un profil en lecture seule. Vous n'avez aucune action de modification, d'import, de suppression. Par contre, vous aurez accès à toutes les analyses de l'établissement. Donc, la subtilité du profil référent, c'est qu'il gère les demandes d'accès à son établissement. Comme je l'ai dit, il valide ou non les futures demandes d'accès de ses collègues. Et concernant les données à importer pour son établissement, il est le seul à pouvoir importer, modifier ou supprimer les données de structure. Et il est le seul à renseigner les lits. Sinon, il a les mêmes accès qu'un contributeur. Mais par exemple, une personne qui a un profil contributeur qui souhaiterait importer les données de structure, ce n'est pas possible. Concernant la charte, pour les personnes qui connaissaient l'ancienne version de Consorez, on était sur une charte papier à retourner par courrier postal lorsque vous inscriviez l'établissement à la surveillance. Maintenant, c'est dématérialisé quand vous vous connectez, quand vous inscrivez la première fois. Donc ça, c'est aussi le référent qui gère ça. Vous avez une charte à accepter en ligne et vous devez renseigner l'adresse mail de votre direction, plus ou moins du délégué à la protection des données, si vous connaissez son adresse. Et une lettre d'information leur est automatiquement envoyée par mail pour les informer que vous êtes le référent de l'établissement et que l'établissement s'inscrit dans la surveillance de la consommation et des résistances bactériennes. Pour revenir juste aux différents profils d'utilisateurs, là on vous a mis une diapositive un peu de synthèse pour bien définir ces trois profils et pour cibler l'importance du référent, puisque c'est le seul à pouvoir définir la structure et saisir les lits, qui sont les premières étapes en fait à réaliser au sein de Consorez. Donc c'est important de bien choisir quelle personne au sein de l'établissement souhaite devenir référent Consorez. Donc maintenant, on va vous présenter les différentes étapes de l'import des données. Donc, lorsque vous êtes inscrit sur la plateforme Consorez et que vous vous connectez dessus, vous arrivez sur votre tableau de bord où vous avez un récapitulatif des différentes étapes à suivre. Donc, la première étape étant l'import des données de structure qui est faite uniquement par le référent. Donc, au niveau du fichier, il faudra à minima connaître le code UF et pour chaque UF, le code DE qui correspond à sa discipline et le code TA qui correspond au type d'activité. Ensuite, en deuxième étape, vous devez saisir les lits. Donc là, c'est une saisie qui est manuelle. Donc, les lits sont à renseigner par secteur d'activité. Et ensuite, vous pouvez passer dans l'ordre, à l'étape suivante, dans l'ordre que vous souhaitez, donc soit à l'étape d'import de consommation, de JH ou de résistance, peu importe. Donc, au niveau de l'import des données de consommation, vous devez connaître les codes du CD donc, qui sont constitués de 7 ou 13 chiffres, comme dit précédemment. Et donc, au niveau des quantités consommées, il faut que ce soit des nombres entiers positifs. Donc, si vous avez un 0,5 sur certaines consommations, il faudra arrondir au chiffre supérieur. Ensuite, vous pouvez procéder à l'import des journées d'hospitalisation. Donc là, de la même façon, il faut que ce soit des nombres entiers positifs. Donc, si vous avez 1,5, il faudra l'arrondir au supérieur également.
Et enfin, au niveau de l'import des données de résistance, donc pour rappel, hein, il faut bien les prérequis, donc la version du CSFM, votre nombre total de cette démoculture, et enfin, bien savoir s'il y a eu ou non la recherche des phénotypes de résistance, donc BLSE et carbapénémase de renseigner dans votre fichier. Et enfin, pour finir, il est nécessaire du coup de clôturer vos données. Et une fois cette étape réalisée, vous avez terminé l'ensemble des imports. Vous accompagner dans la prise en main de cette nouvelle application. On a créé une page sur le site internet du CEPIAS Grand Est. Vous avez l'URL pour y accéder directement, qui se situe à droite de la diapositive. Et on a essayé de respecter, enfin, on a respecté l'ordre logique d'import des données qui vous a été présenté précédemment par Alice. Donc, pour chaque catégorie, que ce soit inscription, import de ma structure, saisie de MELI, vous avez à chaque fois un guide PDF qui a été rédigé, le modèle de fichier qu'on attend pour importer les données, et ainsi qu'un tutoriel vidéo court, succinct, qui reprend vraiment les points clés de chaque étape. Voilà, ça ressemble à ça. Vous avez un guide, le fichier en téléchargement. Là, par exemple, si on prend le cas des résistances bactériennes, vous avez la liste des espèces bactériennes qu'on surveille, le thésaurus de prélèvement et le petit tutoriel qui vous aide, qui vous guide pas à pas lors de l'import des données. Ça, on pourra vous envoyer à nouveau le lien si vous le souhaitez. Pour finir notre présentation, on a listé les questions qu'on reçoit fréquemment depuis le lancement de la nouvelle application. On en a listé quelques-unes. D'abord, sur l'inscription, on avait déjà insisté en début de présentation, mais de nombreuses personnes pensent que les identifiants de connexion de l'ancienne plateforme Consores sont toujours actifs. Donc là, je le redis bien, non, il est nécessaire de s'inscrire à nouveau sur cette nouvelle plateforme. Voilà, les identifiants de connexion n'ont pas été conservés d'une version à l'autre. Comment définir la structure de mon établissement? La structure, une fois qu'elle est définie pour votre établissement, si elle ne change pas d'une année sur l'autre, vous ne revenez pas dessus. Donc c'est une étape, on va dire, cruciale, mais que vous avez peut-être fait peu fréquemment lors de l'ancienne version. Donc c'est juste pour rappeler qu'au sein de Consorez, la structure d'un établissement, elle est composée d'unités fonctionnelles. Tout établissement doit avoir au moins une unité fonctionnelle dans Consorez, c'est obligatoire. Vous pouvez après stratifier en services. Donc un service contient plusieurs unités fonctionnelles, voire pôle, un pôle contenant plusieurs services. Mais je le répète, au minimum, un établissement possède une unité fonctionnelle. Si ce n'est pas voilà, un libellé que vous utilisez en interne, si vous avez une seule activité dans votre structure, par exemple ASMR, vous pouvez créer une UF qui correspond à la totalité de l'activité de votre établissement. C'est tout à fait possible. Concernant les codes DE pour la discipline et TA activités présentées par Alice, ces codifications, normalement, sont connues de l'administration et vous sont transmises soit par un service administratif, soit par le DIM, soit par le service facturation de votre établissement. Pour les plus petites structures, ce n'est pas forcément transmis par ces services. Donc, nous, on a des listes. Voilà, on a des listes de codes discipline et de codes activité et on peut vous aider à sélectionner les bons codes pour définir votre structure. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. Ces listes aussi sont en ligne sur le site, enfin la page qu'on a créée lors du lancement de la plateforme. Autre question, est-ce qu'il est toujours possible d'importer ces données trimestriellement? Oui, le rythme n'a pas changé. Vous pouvez toujours importer vos données annuellement ou trimestriellement, au choix. Par contre, il faut bien faire attention, vous devez importer les données de consommation et journées d'hospitalisation selon la même périodicité. Si on prend un exemple, vous pouvez importer vos données de consommation trimestriellement, ce qui vous oblige à importer vos données de journée d'hospitalisation trimestriellement également. Par contre, vous pouvez faire le choix d'importer les données de résistance bactérienne annuellement. Ça, c'est tout à fait possible. Il faut juste que consommation et journée d'hospitalisation respectent bien le même rythme d'import. Une autre question, est-il toujours possible de saisir manuellement les données? Donc ça, c'est peut-être le plus gros changement entre l'ancienne version et la nouvelle version de Consores, c'est la saisie manuelle. Avant, vous pouviez saisir manuellement tout ce qui était journée d'hospitalisation et consommation. Ça, c'est terminé.
Maintenant, tout ce qui est consommation, journée d'hospitalisation, résistance bactérienne, vous passez obligatoirement par l'import d'un fichier Excel dont les modèles vous ont été présentés précédemment. Les seules données que vous pouvez saisir à la main, c'est la structure. Donc là, pareil, le cas d'un établissement de petite taille, vous avez une ou allez, moins de 10 UF, on peut les créer manuellement dans Consores. Ça ne vous empêche pas de passer par un fichier Excel si vous le souhaitez, mais les deux sont possibles. Et la saisie des lits par secteur d'activité, ça sera uniquement de la saisie. Il n'y a pas d'import de fichier. Mais consommation, journée d'hospitalisation, résistance, vous passez obligatoirement par l'import de fichiers Excel. Vous ne pouvez plus saisir manuellement comme ce qui était possible auparavant. Est-ce qu'il est possible d'importer les données des années antérieures? Donc, dans la nouvelle plateforme, on vous incite à vraiment importer en priorité les données 2024, puisque vous avez jusqu'au 20 mai pour le faire. Mais vous pouvez après rétroactivement importer les données 2023 et 2022 si vous le souhaitez. On ne pourra pas par contre importer les données antérieures à 2022. On a au maximum 3 années à l'heure actuelle. Autre question pour les structures qui sont, on va dire, hors périmètre SPARES habituellement. On prend le cas d'une structure d'hospitalisation à domicile. Est-ce qu'il est possible d'utiliser Consores? Donc, pour les structures type HAD, centre de dialyse, structure médico-sociale rattachée à un établissement de santé, c'est tout à fait possible d'utiliser Consores. Il faut bien faire attention. Par contre, vous aurez un rapport quand il sera disponible en septembre 2025. Par contre, vos données n'intégreront pas la surveillance nationale. Elles ne seront pas incluses dans le rapport national qui est publié chaque année sur le site de Santé publique France. C'est juste la différence entre l'utilisation de Consores et après l'intégration dans la surveillance PARES. Quid de la résistance aux antifongiques? Donc, comme vous le savez, c'est une nouveauté, dans la nouvelle version de Consores, on peut intégrer maintenant la consommation des antifongiques. A contrario, on ne surveille pas la résistance aux antifongiques. Hein, on recueille bien la consommation des antifongiques, mais la surveillance de la résistance, elle reste sur le même périmètre, elle porte uniquement sur la résistance bactérienne aux antibiotiques. On vous a mis 2 adresses mail sur cette diapositive pour nous contacter. Si vous écrivez un mail, mettez les 2 adresses, comme ça vous êtes sûr d'avoir une réponse. Pour toute question, lorsque vous allez importer vos données, vous inscrire, si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à nous contacter via les 2 adresses affichées à l'écran. Et comme vous le savez sûrement maintenant, la mission SPARES a aussi un deuxième volet sur le bon usage des antibiotiques. Alors, on profite de ce webinaire Consores pour vous annoncer quand même un peu les choses à venir. Donc, d'un côté, vous avez un QR code qui vous permet d'avoir accès à un fichier qui contient plus de 300 outils dédiés au bon usage des antibiotiques qui sont classés par différents domaines. Vous avez des formations, des audits, des situations cliniques, etc. Et normalement, à l'intérieur de cet Excel, vous avez des filtres de recherche et vous pouvez aussi faire du contrôle F par mots-clés. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce document. Et à venir en 2025, donc il y a un recueil de formations autour du bon usage des antibiotiques en fait, qui vient de se terminer, donc avec une quarantaine de formations diplômantes qui ont été ajoutées au kit d'outils dédiés au BUA. À venir, il y aura des sélections ponctuelles d'outils phares parmi le kit d'outils de bon usage qui pourront être mis en exergue et diffusés. À l'été, une fiche pédagogique devrait être publiée sur la pertinence des prescriptions d'antibiotiques en collaboration avec la HAS. À venir en automne, il devrait y avoir la publication d'un outil d'aide à la décision pour le relais IV-PEROS et à venir en perspective le développement d'un outil de quick audit sur le caractère approprié des prescriptions. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir passer maintenant aux questions. Merci Ségolène. Oui, effectivement, il y a quelques questions et certaines dans le chat ont été répondues entre autres par Amélie il y a quelques instants, mais on peut revenir sur quelques questions. Entre autres, une première question d'Anne Caddy qui dit que c'est dommage de ne pas laisser plus de temps pour les imports donnés de 2024, surtout si l'analyse n'est faite qu'en septembre.
On a des éléments de réponse à vous apporter. Qui veut répondre? Catherine, Amélie? Pourquoi limite-t-on au 20 mai 2024 et pas au-delà? En fait, c'est le temps qui est nécessaire pour qu'on puisse valider des données pour établir un rapport national, régional et que vous puissiez vous comparer. On est obligé de mettre une date limite et cette date limite au 20 mai permet aussi d'alimenter les surveillances européennes et internationales. Mais cela n'empêche pas que vous puissiez, comme ça a été dit par Amélie, importer vos données après le 20 mai, mais vos données ne seront pas incluses dans la surveillance nationale. Après, il y a une autre personne, c'est Madame Christine Auchard, qui dit que elle demande si on peut y importer les consos 2023. Amélie y a répondu, mais je crois qu'il faut vraiment insister que c'est très important de pouvoir y importer les données de 2023 parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le recueil en 2004 n'avait pas été fait avec l'outil Consorez et c'était des données agrégées pour 2023 qui avaient été récupérées par la mission SPARES. Et donc, du coup, c'est très important si vous pouvez, en plus de vos données 2024, y ajouter vos données 2023. Et si vous êtes vraiment hyper courageux, comme Amélie l'a dit, n'hésitez pas à y mettre les données 2022. Mais c'est peut-être beaucoup, hein. Une question, c'est monsieur ou madame Laval. Un contributeur peut-il être extérieur à l'établissement, exemple un biologiste, hein? Oui, tout à fait. C'est même fréquemment le cas que le biologiste médical est un profil contributeur qui lui permet d'importer son fichier de données de résistance pour l'établissement, même s'il ne travaille pas dans la structure. Oui, c'est tout à fait possible. Est-ce que c'est un problème? C'est monsieur ou madame Huot de la clinique Velpo qui demande si c'est un problème si le référent est également le DPO. Euh, En soi, non, ce n'est pas un problème, mais je trouve pas pertinent qu'un DPO qui ne connaît pas la surveillance de la consommation d'antibiotiques et ni les données de résistance gère la surveillance pour son établissement. C'est quand même mieux que ce soit quelqu'un qui maîtrise un pharmacien, un hygiéniste, un biologiste, un infectologue, mais les DPO pour moi sont trop éloignés de la surveillance pour avoir ce statut de référent. Amélie, juste, on pourrait avoir la même question avec des qualiticiens, hein. Tu Oui. sais bien que parfois on utilise aussi les qualiticiens pour faire du recueil de données, hein. Lorsqu'on importe les données, avons-nous une idée de la DDJ pour mi-journée? Je crois qu'on a répondu. Non, Je sais oui, pas pas du si tout. pas Non. du tout, hein, puisqu'il Non, on y n'a a pas du tout d'idée de la DDJ. Le seul indicateur que vous aurez quand vous importerez vos données au sein de ConsoRes, donc en termes de consommation, pour l'instant, il n'y en aura aucun. Côté résistance bactérienne, vous aurez votre taux de SARM et votre taux de BLSE. C'est les deux seuls indicateurs que vous pourrez avoir dès maintenant sans attendre septembre. Madame Laurence Bénet demande est-ce qu'une même personne peut être référente ou référent ou contributeur pour plusieurs établissements? Oui, tout à fait. Vous pouvez être référente pour un établissement A et contributrice dans un établissement B, voire observatrice dans un établissement C. Oui, ça tout à fait. Votre profil est vraiment relié à un établissement, il n'est pas relié à votre identité. Donc, c'est tout à fait possible. Madame Imbert, qui nous a déjà contacté, dit qu'elle ne trouve pas certains services dans la liste du code de code DE que tu as évoqué tout à l'heure, Amélie, entre Oui. autres les UHCD, les suites de couches. Est-ce qu'il y a il y a une possibilité d'avoir ces codes ou ils n'existent pas pour ce que je viens de te citer, UHCD, suite de couches, hein? Ils ne sont Catherine? pas Non. spécifiques si vous voulez UHCD, suite de couches, mais il me semble que votre nom, Madame Imbert, me dit quelque chose. Je crois que j'ai Oui, répondu à elle nous ce a écrit mail hier. aujourd'hui. Ouais, Enfin, elle a oui. écrit hier. Donc c'est pour ça qu'on est là pour vous aider à choisir les bons codes, mais pour les services du HCD études de couches, il y a des codes qui sont peut-être pas très spécifiques dans leur libellé, mais ils existent, donc on est là pour vous les transmettre, pour vous indiquer les codes à utiliser. Madame Mendes Moreira nous dit qu'elle aimerait modifier la personne référente pour y mettre la pharmacienne. Elle n'a pas trouvé comment faire sur le site Consores pour modifier donc la référente, hein. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi particulier? Oui, en fait, quand vous êtes connecté sur Consourez, vous avez une partie avec votre profil, avec votre nom, votre prénom, votre adresse mail, et il y a un petit symbole qui est peut-être pas très intuitif, mais si on met la fac en ligne, j'ajouterai une capture d'écran. Et vous pouvez cliquer dessus et choisir quel profil vous préféreriez à la place de référent. Vous pouvez dire je préfère être contributrice ou observatrice, mais je mettrai une capture d'écran pour bien montrer où cliquer quand vous êtes connecté pour faire ce changement.
Est-ce que l'apport peut être annulé et modifié avant le 20 mai? Oui, vous pouvez effectuer tout changement avant le 20 mai, vous pouvez le supprimer, le modifier, oui. Avant le 20 mai, tout est possible. Au-delà du 20 mai, par contre, vous ne pourrez normalement plus rien modifier, hein. Donc là, la deadline est vraiment à respecter. C'est pour ça, si vous n'avez pas encore importé les données, commencez dès que vous pouvez, comme ça on peut vous accompagner, vous aider, parce qu'au-delà du 20 mai, ça sera, entre guillemets, figé dans le marbre, on ne pourra plus corriger les données. Là, j'ai peut-être une question pour Alice. Peut-on laisser le résultat I pour les résistances, sachant qu'elle signifie SPF selon le CASFM, ou faut-il transformer tous nos codes I en SPF? SFP, pardon. C'est une question récurrente. Alice? Oui, non, vous pouvez laisser le caractère I et au moment de l'import de votre fichier, il faudra juste faire la correspondance avec SFP. Donc, pas besoin de modifier vos I dans votre fichier. Donc, je pense que ça répond à la question de Madame Mendes Moreira. Question de Marsal et je sais, j'arrive pas à lire, excusez-moi. Faut-il inscrire les établissements par finesse juridique ou finesse géographique? C'est une question aussi un peu récurrente, hein. Oui, ça pareil, c'est comme vous souhaitez. Par défaut, la liste des établissements présents dans Consorez est filtrée par finesse géographique. Si ça vous semble peu pertinent, notamment on a pas mal de CHU qui nous contactent, voilà, ils sont enregistrés par site, mais ils préféraient participer à l'échelle de l'entité juridique. Ça, il n'y a pas de souci. Nous, on peut regrouper les finesses géographiques pour que vous saisissiez tout sous l'entité juridique avec un seul fichier structure, un seul fichier consommation, etc. Donc ça, c'est comme vous souhaitez. À nouveau, une question de Madame Mendes Moreira. Si les antifongiques sont inclus dans les consommations, doit-on également inclure nos résistances aux antifongiques pour les levures? Non, là, on ne recueille vraiment que les consommations d'antifongiques, mais pas du tout ni l'écologie, ni la résistance aux antifongiques. Juste en complément, on avait travaillé pendant près d'un an, même 2 ans, avec des spécialistes des laboratoires de mycologie, le CNR de mycologie, l'Institut Pasteur. Et en fait, là, il y a une vraie difficulté à évoquer et à définir la résistance aux antifongiques. Donc, du coup, pour des raisons, on va dire, pratiques, on n'a pas pu retenir la résistance aux antifongiques. Donc, mais sachez qu'il y a eu une véritable réflexion qui a eu lieu en amont avec les mycologues. Donc, voilà, c'est ainsi. Monsieur ou Madame Levas, côté résistance, pour être plus robuste et plus rapide, peut-on se focaliser sur les espèces bactériennes surveillées au lieu de tout transmettre, hein? C'est-à-dire faire une sélection, si je comprends bien. Mm. Alice, Amélie, lequel de deux veut répondre? Oui, ça c'est possible de se focaliser uniquement. Nous, on s'était dit qu'on acceptait toutes les espèces pour vous éviter de faire le tri en amont, enfin filtrer votre fichier en amont. Mais si vous filtrez sur toutes les espèces surveillées côté Spares, c'est possible. Donc toutes les entérobactérales, le staph doré, Pseudomonas aeruginosa, Cyanobactère. Enfin, si vous respectez la liste, c'est possible. Donc l'exhaustivité n'est pas obligatoire, elle était Non. simplement donnée à titre de conseil pour éviter de faire le tri, tout simplement. Merci Amélie. L'immense majorité des patients avec une hémoculture et un ECBU positif sont prélevés aux urgences. Ça, c'est une question du CH d'Ajaccio. L'UF qui doit être renseigné selon la méthode est donc l'UF de prélèvement. Les simples passages aux urgences ne sont pas renseignés dans Consorez. Nos biologistes ne peuvent donc pas faire la distinction entre un patient prélevé lors d'un passage ou un patient prélevé et qui va ensuite être hospitalisé. Comment résoudre cette problématique? C'est peut-être plus pour Alice, hein. Alice, comme toi qui as le côté microbiologie en tête, hein, effectivement, il y a pas mal de prélèvements réalisés aux urgences et ce n'est pas forcément le service d'hospitalisation par la suite. Comment on renseigne dans ce cas-là? Eh bien, c'est une très bonne question. Merci de te l'avoir posé. Alors peut-être que tu peux être aidé par un ou une collègue, hein, je sais pas, Bah, Catherine. pour moi, c'est un biais qu'on connaît en fait, pour lequel j'ai pas plus de solutions qu'Alice. L'idéal, ça serait de flécher le prélèvement sur le service qui va accueillir le patient s'il est Mm. hospitalisé par la suite de son passage aux urgences, chose qui n'est pas réalisable par le biologiste. Non, Voilà. c'est compliqué, Donc, en pratique. pour moi, c'est des prélèvements qui ne rentrent pas dans Consorez. On sait que voilà, c'est pas idéal, mais à ce jour, pour moi, on n'a pas de solution pour les intégrer facilement.
Et la même question peut être posée sur des prescriptions antibiotiques faites aux urgences pour des patients. Alors, en général, ça va passer en sortant, hein. Pas forcément pour les patients qui vont être hospitalisés. Là, c'est peut-être plus facile pour la prescription d'antibiotiques, hein, j'imagine. Question de Ce qui est monsieur. prescrit et délivré en dehors de l'hôpital n'est pas comptabilisé, hein. C'est Non, vraiment mais ce qui est si, délivré ouais, par la PUI bien sûr, à l'intérieur de l'établissement bien sûr. pour de l'hospitalisation complète. Une autre question. Relever des résistances anonymisées car seul numéro d'IPP sur le fichier, doit-on informer systématiquement les patients de l'envoi des données? C'est une très bonne question. Mm. Je ne sais pas si on peut y répondre. Oui, Est-ce qu'on peut répondre? Pour l'instant, la règle, c'est quand même d'informer les patients, pas forcément individuellement, mais d'informer les patients, vous voyez, dans le livret d'accueil et de tenir à jour un registre que les DPO maîtrisent bien mieux que nous ici, qui liste les études qui sont réalisées dans l'établissement au sein duquel le patient est hospitalisé. Nous, c'est pareil, ça relève d'une mission d'intérêt public. Donc, si un patient on vous informe du refus, enfin, refuse que ces données soient intégrées dans la surveillance, vous devez arrêter de les inclure. Donc ça, je précise juste, c'est valable que pour les résistances bactériennes, hein, parce que pour les consommations, comme on est à l'échelle de l'UF, il est impossible de repartir aux patients. On n'est pas sur des données d'administration d'antibiotiques, par exemple, mais sur des données de stock. Donc pour les résistances bactériennes, si jamais un patient voilà, lit dans le livret d'accueil ou consulte ce registre et fait part au DPO ou à quelqu'un de l'établissement son refus d'intégrer la surveillance, vous devez arrêter le recueil de ces antigrammes. Par contre, c'est pas rétroactif parce qu'on a une mission d'intérêt public. Donc toute donnée déjà intégrée ne fera pas l'objet d'une suppression. Par contre, vous devez stopper le recueil. De là à informer individuellement les patients, ça me semble quand même compliqué étant donné que ça concerne tous les patients ayant un prélèvement microbiologique réalisé au cours de leur séjour. Mais, mais C'est c'est une une vraie question. question. Ouais. La tendance, c'est quand même à donner une information générale, comme Amélie l'a dit, à l'ensemble des patients hospitalisés, parce que les données qui ont été collectées lors des soins peuvent être réutilisées pour plusieurs études, hein, à visée d'amélioration des soins des patients suivants. Donc, l'idée est d'informer les patients que leurs données sont enregistrées dans des systèmes d'information et peuvent être réutilisées. Et je pense que ça se fait dans la plupart des établissements maintenant via le livret d'accueil. Et surtout, il faut les informer qu'ils peuvent s'opposer à cette réutilisation. Merci Catherine, merci Amélie. Une question de Madame Perrier-Cornet. Je pense qu'elle, au lieu de mot formation, elle voulait dire, est-ce que cette participation à cette surveillance sont-elles valorisables pour les certifications des établissements? Si je puis me permettre, je vais répondre oui, parce que vous savez ou vous savez pas, mais dans la 6e version de la certification opposable à partir de septembre prochain, la participation à la surveillance de la consommation et de la résistance aux antibiotiques devient un indicateur obligatoire. Il avait même été noté à un moment dans une version d'il y a quelques semaines qu'il fallait utiliser obligatoirement l'outil Consorez. Et nous, on avait dit quand même, vous exagérez un petit peu. Et donc, du coup, l'appellation Consorez a disparu. Mais par contre, le fait de participer à cette surveillance en local, c'est totalement valorisable pour la certification et ça sera même demandé, exigé à partir de septembre 2026. Est-ce qu'il y a un thésaurus des antibiotiques pour les résistances, demande Madame Charlotte Jarre. Alors, par thésaurus, c'est les abréviations qui sont présentes dans le fichier de résistance. On Il peut n'y les a pas mettre. d'autres précisions. Non, j'ai pas d'autres précisions. C'est ce qu'il y a un thésaurus des antibiotiques pour les résistances. Parce que si les antibiotiques sont nommés de façon abrégée, par exemple CTX en colonne ou AMX pour amoxicilline, on n'a pas de... Enfin, ça c'est Alice qui saura répondre, mais il n'y a pas de consensus, je crois, sur ces abréviations. Oui, non, c'est laboratoire dépendant pour les abréviations, donc on n'a pas de thésaurus pour ces abréviations-là. Le docteur Roger Agathe demande si sa structure évolue pendant l'année, c'est-à-dire un UF qui change, hein, c'est tout à fait possible. Comment il fait? Alors, si une UF ferme en cours d'année, vous la conservez, hein, il faut pas... Ça c'est valable pour chaque année. Si vous avez
une unité fonctionnelle qui disparaît au cours d'années, vous n'y touchez pas parce que sinon vous allez perdre l'historique des données qui se rattachent à cette UF. Si vous avez une création d'UF, ça on peut la créer à tout moment dans Consorez et alimenter en données à partir du moment où elle a été fonctionnelle au sein de l'établissement. Par contre, si c'est une unité fonctionnelle qui change d'activité, je ne sais pas, l'unité fonctionnelle 1 qui était de la médecine et qui devient de la chirurgie, là, il faudra qu'on crée 2 UF. On les renommera unité fonctionnelle 1 bis, médecine qui s'arrête au mois de mai. On en crée une UF1, parce que vous pouvez avoir qu'un seul code UF, hein, c'est unique ça comme code, et qu'on codera en chirurgie. Et vous aurez deux UF en parallèle avec 2 activités différentes. Merci pour cette précision. Une question de Philippe L'Esprit, notre collègue du CERATB PACA. Est-ce que les structures régionales CERATB, CEPIAS pourront accéder aux données des établissements de leur région? Si oui, quand? Oui, ça c'est bien prévu, mais c'est la même deadline que pour les utilisateurs des établissements, c'est septembre 2025. On peut rassurer l'ensemble des CEPIAS et surtout des CERATB, ils auront accès aux données de consommation d'antibiotiques, bien sûr, dès le mois de septembre. Si tout va bien, il faut aussi prendre un peu une marge de précaution. C'est que là, on est en train de construire la deuxième partie de l'outil Consorez avec la société retenue. C'est programmé pour septembre. Maintenant, c'est plus ou moins peut-être quelques jours, quelques semaines. Question de monsieur et madame Bréchet. Quelle version du CASFM renseigner si nous avons changé de version en cours d'année 2024? Alice, on pense quoi? Je pense il faut utiliser celle qui a été utilisée le plus longtemps au sein du laboratoire. Oui, c'est ça, ouais. Donc, comment changer le référent? Je crois que tu as déjà répondu, Amélie, à cette question. Oui. Pouvez-vous préciser le champ d'application des consommations pour les services d'urgence? On retombe sur les services d'urgence. Que faire si nos consommations sont sorties sur l'UF UHCD pour les lits d'UHCD d'urgence? Je crois qu'on a déjà un peu répondu. Catherine, tu veux recompléter peut-être? Ou je ne sais pas, mais... Les consommations d'hospitalisation complète sont comptées. Donc, UHCD, c'est compté. Urgence où les gens ne passent pas la nuit, c'est pas compté. Ce qui peut arriver, c'est que vous ne puissiez pas faire la différence entre les deux. Ça, on sait que ça fait partie des biais quand c'est pas bien attribué à chaque UF de spécialités différentes. Voilà. Et donc après, c'est à vous de prendre la décision de où est-ce que vous affectez ces consommations et est-ce que vous les comptez dans de l'hospitalisation complète ou pas. Encore des questions, il nous reste 15 minutes. Est-il possible de récupérer la structure de l'établissement comme nous l'avions remplie sur Sparès? Alors, tout ce qui a été intégré dans l'ancienne version de Consorez, que ce soit vos codes pour vous identifier, les données que vous avez intégrées, vos rapports, votre structure, rien n'a été conservé. Donc là, vous repartez vraiment sur une feuille blanche avec la nouvelle version de Consorez. La structure, si vous avez conservé le fichier que vous aviez importé sur l'ancienne version de Consorez, vous pouvez le réimporter dans la nouvelle version parce que le format est le même. Mais par contre, nous, de notre côté, non, on n'a aucun fichier structure des établissements participants auparavant. Madame Anna Gabiche demande si on pourrait remettre le QR code qui a été affiché à un moment, je pense. Il y a eu un QR code affiché, je me souviens plus, Catherine. Le QR code concernant l'outil, je pense, de notre volet BUA de la mission. D'accord, parce qu'elle demande à ce qu'on lui affiche. Oui, à la question du dessous, on aura peut-être aussi un élément de réponse. C'est notre diaporama sera-t-il en ligne sur le site du REPIAS? De toute façon, ce qu'on vient de présenter, le webinaire, il sera présent. Et le diaporama, on peut aussi le mettre en ligne. Oui. Ouais. Oui. Donc, on retrouvera le QR code sur le diaporama en ligne, à la fois sur le site du REPIAS et sur le site du CEPIAS Grand Est, du coup. Oui, puis on diffusera la même liste de diffusion que pour l'annonce du webinaire. OK. Oui, et toutes ces infos, elles vont être relayées fréquemment aussi sur LinkedIn parce qu'on a créé donc un compte LinkedIn pour la mission Sparès. Donc, vous allez pouvoir retrouver toutes les actualités, pouvoir suivre un peu l'évolution de la mission, les outils présentés aussi par le volet BUA et puis aussi toutes les avancées et les dates phares pour la partie surveillance. Est-il possible d'apporter des modifications sur le fichier de structure sur une UF déjà existante après une première importation, exemple modification d'un code DE ou TA, car erreur constatée?
Madame Hermite Alexia. Non, ça c'est le problème. Votre structure, il faut vraiment bien la vérifier avant de commencer l'import des données de consommation, journée d'hospitalisation ou résistance, parce que vous ne pouvez plus modifier notamment les codes DE et TA après tout import de données. Vous pouvez modifier le code UF, le libellé UF, tout ce qui vous appartient et qui est vraiment interne à l'établissement, mais DE et TA, ce n'est pas possible. Donc si vous avez vraiment s'il y a une erreur et que vous avez déjà fait beaucoup d'imports, vous nous contactez et nous, on essaie de le modifier, nous, de notre côté, en base de données. Mais vous, du côté utilisateur, ce n'est pas possible de modifier un code discipline ou activité une fois qu'un apport de consommation ou journée d'hospitalisation ou résistance a déjà été effectué sur cette UF. Là, j'ai un responsable qualité ou une responsable qualité qui demande, nous sommes un pôle avec un EHPAD, un SMR, un USLD et 2 HAD qui ne sont pas situés géographiquement à la même adresse. Devons-nous créer un établissement avec plusieurs UF ou plusieurs établissements différents? Ça va dépendre des numéros finesse. Si le pôle, enfin si l'EHPAD, le SMR, USLD, la HAD portent le même finesse juridique, on pourrait créer une seule entité avec une UF pour chaque spécialité. Par contre, si c'est vraiment des finesses juridiques différentes, il faudra créer autant d'établissements que de spécialités. Donc ça, il faudrait vraiment voir Au cas par le cas. nom, Ouais. ouais, au cas par cas, tout à fait. D'accord. Là, je pense que c'est une question pour laquelle la réponse a été donnée. Après l'import des fichiers, comment les visualiser sur le site? Je ne sais pas si on peut les visualiser après Non, l'import. non, il n'y a pas de Euh, visualisation. Quel est le délai pour recevoir le lien d'inscription sur Consores en tant qu'observateur? Normalement, c'est quasi instantané. Quand vous inscrivez, le lien pour définir votre mot de passe vous est envoyé en moins d'une minute, normalement. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, contactez-nous. Soit c'est généralement, enfin, les personnes qui ne l'ont pas reçu jusqu'à présent, c'était bloqué par la sécurité de leur établissement qui détectait le lien pour définir le mot de passe comme spam. Donc, on a une solution de contournement, mais il faut nous envoyer un petit mail pour qu'on traite ça avec vous. Monsieur Jérôme Hervé demande, ma structure est monospécialité, gériatrique. Mais à chaque étage, il y a de l'UGA, UGA et du SMR. Ma PUI ne peut me donner mes consommations que par étage et non par service. Comment concevoir ma structure? Là, on rentre vraiment dans du détail, le détail. Ouais. À voir entre ce monsieur et nous, hein, peut-être Oui, directement, parce que en c'est quand fait, même ça fait ça fait partie des biais. Ouais. Hein. Si la PUI ne peut pas distinguer à quelle activité est dispensé les antibiotiques, eh bien, on aura forcément un agrégat et un mélange et vous ne pourrez pas aller finement. Ça fait partie des biais d'avoir des données de consommation à partir des PUI, pas des données patients. La question suivante aussi est très technique et j'ai peur qu'on ne puisse pas y répondre comme ça. Il faudra que cette personne se rapproche. C'était des correspondances entre code DE et TA pour un EHPAD. Ça me paraît très technique. Je suis désolé. Par contre, la question, n'oubliez pas que toutes les questions pour lesquelles on n'aura pas répondu là ce soir en direct, on vous répondra. Donc, ne soyez pas inquiets. Oui, parce qu'il existe bien des codes pour ça. Hein, on l'aura Ouais, précisé. j'imagine. Mais les codes, juste pour la personne qui avait mis le petit mot, les codes DE 924 et TA 11 sont les bons codes pour les pads. Donc si vous voulez les utiliser, c'est tout bon, ce sont les bons codes. Excusez-moi de vous avoir censuré, mes collègues ont été plus brillants que moi. Geoffrey Straub demande, lorsqu'on ne trouve pas une espèce précise, doit-on faire correspondre vers le nom de genre plus SPP, Alice? Oui, tout à fait. Voilà, c'est simple. Et il avait une question juste en dessous, là, 3 espèces bactériennes non trouvées, doit-on les exclure? Ah ouais, là tu verras Alice, il y a Empédobactère, Tilapie, Micrococcus, Luteus, pas trouvé, ça m'étonne. Micrococcus luteus, il n'y a plus? Ou il y a un autre nom peut-être? Mixta candida. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait mis, le Micrococcus luteus, je vérifierai. Mais dans ce cas-là, oui, il faut les exclure, ce n'est pas des pathogènes d'intérêt. Donc, On revient à la question de Cécile, parce que si Cécile Mourlan ne lui répond pas, elle va nous en vouloir. Pour les regroupements de sites d'un CHU, par exemple, faut-il passer par Consorez ou possible en précisant le finesse juridique à l'inscription? Faut-il vous contacter? Oui, non, pour ça, il faut obligatoirement nous contacter pour qu'on puisse regrouper les sites finesse géographique sous une seule entité finesse juridique. Oui, ça passe forcément par nous.
Une question encore sur des codes. Pour le dialyse, le code DE est 797 et le code TA 19. Tu les connais par cœur, Amélie? Oui, oui, c'est parfait. Bah, je pense que c'est la Voilà, même personne, mais oui, c'est encore bon. c'est encore bon. Oui. Le siège d'Ajaccio, on a répondu tout à l'heure, c'est eux qui avaient déjà essayé de nous poser une question sur le problème des urgences. Et dit, si nous ne renseignons aucun résultat après vos urgences, il va manquer beaucoup de données. Mais c'est un problème qu'on connaît et pour lequel on n'a pas forcément la réponse, c'est ça? Après, si vous voulez suivre, vous pouvez mettre une UF spécifique urgence, mais ça sera spécifique à votre structure. Madame Lefebvre, Louise de son prénom, je ne trouve pas mon établissement dans l'onglet Rechercher mon établissement, comment faire? Il faut peut-être qu'elle se rapproche de nous, c'est la clinique Saint-Louis Oui, à Poissy. Faudra qu'on voit oui, avec normalement, elle. la liste est à jour, mais voilà, il peut y arriver qu'il lui manque un établissement. Donc, oui, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on vérifie bien la présence de l'établissement dans la liste. Le docteur Caponi-Guillon, qu'on connaît bien, nous rappelle que l'info sur les surveillances peut être faite via le livret d'accueil. Tout à fait, c'est ce que disait Catherine, je crois, tout à l'heure. C'est important que l'ensemble des deux, à la fois des surveillances, il y a même des établissements qui listent les surveillances, les surveillances ou les participations à des enquêtes pour qu'il y ait une totale transparence. Maintenant, c'est peut-être pas nécessaire d'aller jusque-là, mais au moins votre DPO doit connaître toutes les surveillances et enquêtes auxquelles participent les cliniciens, les pharmaciens, les biologistes des établissements. Tu confirmes, Catherine? Euh, Ok. Pour la certification, les deux volets sont demandés ATB et résistance bactérienne. La réponse c'est oui. C'est les deux volets. Alors c'est vrai que le volet résistance bactérienne est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, hein, et c'est malheureusement les deux volets, ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses. Là, j'ai une question de Madame Lafont-Élodie. Merci pour cette explication de la notion consorèse entre parenthèses barrées du critère 2.4-02 du nouveau manuel de certification version 2025. Ça, c'est la réponse sur l'assertif. Monsieur Bidegain, Frédéric, le capacitaire d'une unité peut changer au cours de l'année. Comment ajuster le nombre de lits? Alors, comment on ajuste le nombre de lits s'il change au cours d'année? Ah, C'est l'année suivante. C'est pas juste, enfin, en cours d'année, je pense que ça n'intervient pas. ok. Quelqu'un qui demande comment on peut réexpliquer comment créer un contributeur, ça on le fera peut-être une autre fois avec cette personne, parce que ça rentrerait dans un niveau de détail peut-être trop important. Est-il prévu d'avoir la même finesse d'analyse en interrogation directe que par l'ancienne version, par exemple, issue des mêmes types d'établissements? Exemple, je veux avoir les réanimations de CHU par antibiotiques par famille. Ça, c'est quelque chose qui Oui, sera retenu, j'imagine, hein, oui, c'est ce oui, qu'on a oui. vu. C'est ce qu'on a vu. Alors là, par contre, c'est quoi que m'envoie? Ah non, c'était le QR code. Ça, c'est effectivement le QR code. Peut-on modifier le fichier de structure donné par la direction code TA afin de faire en sorte que nos consommations soient prises en compte, car cela correspond à ce qui se passe en réalité sur le terrain. Seul code TA pris en compte, le 03 08 09 20. Donc les cautions d'une USLD, entre parenthèses TA égale 11, seront-elles prises en compte? C'est très technique, hein. Oui. Mais c'est sûr que Voilà. si vous conservez TA11, ça ne sera pas pris en compte. Donc, si le SFD est codé en TA11, à modifier en TA03, en effet, pour que les données rentrent bien dans la surveillance. Donc, oui, à modifier. Merci pour cette réponse technique, Amélie. Qui peut être référent quand il n'y a ni praticien hygiéniste, quand il n'y a pas de praticien hygiéniste dans l'établissement? Est-ce qu'il y a un pharmacien? C'est fréquemment le pharmacien, même si voilà, l'organisation, franchement, chaque établissement décide de sa propre organisation, mais là, depuis le lancement, c'est fréquemment un pharmacien qui est référent. Donc, si vous avez, voilà, s'il existe une PUI, ça me semble légitime que le pharmacien soit référent de la surveillance. Ou le biologiste, s'il y a un laboratoire dans l'établissement de santé. Julie nous demande, me suis inscrite ce jour, première fois, pour être référente. Je n'ai pas reçu de mail pour valider la charte et continuer l'inclusion des données. Combien de temps pour recevoir le mail? C'est étonnant. Bah, normalement, oui, quasi instantanément, hein. Hmm. Donc, même problème que la personne, peut-être précédemment. Envoyez-nous un mail pour voir si le lien n'a pas été bloqué par l'anti-spam de votre établissement de santé. Une personne nous remercie pour avoir inclus la dialyse.
Est-on obligé de renseigner les antifongiques cette année alors qu'on ne le faisait peut-être pas auparavant? Non, c'est un volet optionnel. Oui, c'est important de le rappeler, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Et je n'ai plus de questions. Et vous avez vu l'heure, il est 17h57 hein, pour un webinaire qui devait faire 1 heure, soit 60 minutes. On est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus, nous, de notre côté, Amélie, Catherine, Ségolène, Alice? Je pense rappeler ce qu'a dit Amélie, il y a sur la page des petits tutos et des petits guides pour l'inscription et qui vont répondre à certaines de vos questions. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette page. Très bien. Amélie, un conseil. Ségolène, un conseil. Alice, un conseil. Oui, de bien définir surtout la structure, comme ça a été posé comme on a vu la question précédemment, la structure est assez fixe, enfin, en tout cas, une fois que vous importez des données. Donc, passez du temps à bien définir la structure, vous en gagnerez par la suite, honnêtement. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ségolène et Alice, vous avez un conseil toutes les deux à donner? Non, pas de conseil? Bon, c'est pas grave, hein. Ouais. Vous avez été plus de 200, hein. Vous avez été plus de 200 à participer à ce webinaire, donc on est très content. Néanmoins, ça ne réglera pas toutes les difficultés. Ça permettra au moins de voir qu'il y a des éléments de réflexion. Là, j'ai encore une dernière question. De nombreux patients de gens montent dans les services. Est-il judicieux donc de modifier les urgences en TA égale 0,3 pour que les consos soient utilisés? Ça, Je ça vais peut peut-être- être une stratégie de l'établissement. Il faut que vous voyez si c'est signifiant pour vous. Et surtout, en fait, on ne peut importer des données de consommation que s'il y a des journées d'hospitalisation derrière. Donc, il faut que vous ayez des journées d'hospitalisation complètes dans ces services d'urgence. Si vous mettez des nombres de passages, ça va complètement fausser et les calculs et les raisonnements. Donc, vous avez plusieurs possibilités si vous voulez que vraiment ce soit pris en compte. Soit rajouter ces consommations à une UF de médecine, soit créer une UF de médecine spécifique. Mais il faut que vous ayez à la fois consommation et DJH. Merci Catherine. Madame Simon, merci, dit que les tutos sont très clairs. Là, on nous remercie. Ah, si, dernière question, poste de dialyse égale 4 patients, point d'interrogation. Elle est où la question? Dernière question, Oui. poste de dialyse égale 4 patients. Amélie? Ben, je ne comprends pas non plus. D'accord. J'ai pas Mhm. compris la question. En Mais... termes si c'est en termes d'activité ou Ouais, c'est ou ça. de nombre de lits, peut-être. En fait, Ouais, c'est le ouais. nombre de postes et l'activité, c'est le nombre de séances réalisées. Donc, c'est vrai C'est qu'on ne ça, compte pas le nombre de patients, on compte soit le nombre de postes, soit le nombre de séances. c'est ça. Monsieur Gascoigne Jean-Claude, si j'ai bien compris, je dois changer les TA 11 des EHPAD pour que les consommations soient prises en compte, hein. Alors Non, non, alors, non. non. Ah, c'est Mais- unanime, bravo. Pardon, Catherine. La question qui avait été posée juste avant, c'était pour le soin de longue durée. Donc, le soin de longue durée, c'est du sanitaire. Donc, il fallait bien le mettre en TA 0,3. Par contre, pour l'EHPAD, c'est très bien. Il faut le laisser en 11. TA 11, c'est très bien. Quand les analyses seront disponibles, si vous avez une partie sanitaire, je sais pas, SMR, et un EHPAD, vous aurez 2 rapports. Vous aurez un rapport pour le SMR. Également, le SLD en fait partie. Et vous aurez un rapport EHPAD. Le médico-social et le sanitaire ne seront jamais mélangés. Donc, si vous avez codé vos EHPAD en TA 11 et DE 924, c'est parfait. Allez, le mot de la fin pour Hervé, effectivement, Catherine vient de répondre. Oui, il y aura une foire aux questions avec donc la possibilité de l'alimenter et de sélectionner des questions, parce que comme c'est nouveau, il y a forcément des questions et il y en aura d'autres qui vont se poser. Vous n'êtes pas obligé d'avoir éclusé toutes les questions aujourd'hui. Donc oui, il y aura une fac. Une fac est prévue. Bien, bah, écoutez, je crois que le mot de la fin, Catherine, Amélie, Ségolène, Alice, pour vous. Voilà. Moi, je me On tais. remercie tous les participants qui ont posé des Oui. questions parce que ça nous permet aussi de compléter la foire aux questions, comme l'a dit Amélie. Et puis, ça montre votre enthousiasme. Et donc, on renouvellera ces sessions de webinaire, notamment à la rentrée, lorsqu'on pourra vous proposer la partie analyse en ligne et rapport. Voilà, il est 18h01, je crois qu'on a Merci. fait le tour. Merci. Oui. Merci et bonne soirée pour tout le monde. Merci. Bonne Merci. Au soirée. revoir. Bonne soirée. Au revoir, merci. Bonne soirée.